Cette littérature négro-africaine, alors on peut parler de la troisième étape qui va un peu de 1960. Bon, généralement, dans le découpage classique que nous avons, on dit de 1960 à nos jours. Mais moi, bon, je crois qu'on peut juger utile un peu de s'arrêter vers les années un peu 1990, peut-être pas à peu près en 1990, mais vers les années 90. Et durant cette époque, le roman, cette fois-ci, n'a plus pour fixation la colonisation. Donc c'est fini. 60, l'Afrique est indépendante. Alors, qu'est-ce qui serait alors au cœur, au centre du roman négro-africain? Si là, on s'est attaqué à la colonisation, on a fait le procès de la colonisation, à qui le roman devrait s'attaquer? Ou à quoi? À partir de 1960. Toujours dans cette veine, dans cette tendance de dénonciation. Oui, d'une certaine façon, il y a eu des romans qui ont fait dans ça. On voit un peu l'écriture féminine. Je veux nommer par exemple Maria Maba, qui à travers une si longue lettre s'attaque un peu, je suis d'accord avec toi, aux pratiques, à nos coutumes. Mais de façon globale, le roman n'a plus comme cible le colonisateur ou la colonisation. La cible maintenant, c'est plutôt nos nouveaux dirigeants. C'est les Africains, nous autres, mais les nouveaux dirigeants. Donc ici, là, de 1960, un peu jusqu'aux années peut-être 90, le roman est fait dans la critique des indépendances. Voilà, l'Afrique est indépendante, ce n'est plus le colonisateur, ou en tout cas l'occidental, qui dirige, qui gère, c'est l'Africain lui-même qui est aux commandes. Et là, on se rend compte finalement que le mal de l'Afrique, ce n'est pas comme on le croit la colonisation, ou ce n'est plus en tout cas comme on le croit la colonisation. Cette fois-ci, c'est l'Africain lui-même. Et donc, c'est pour critiquer un peu la gestion en fait des indépendances. Et là, vous voyez, il y a bien un roman qui sonne bien indépendance, c'est Les Soleils des indépendances que vous avez au programme en littérature africaine. Les Soleils des indépendances de Amadou Kourouma. Vous voyez. Et lui aussi, il fait un peu dans la métaphore. Généralement, on ne dit pas les soleils. Le nom est au singulier, on dit le soleil. Mais quand il s'est permis de dire les soleils, là, il qualifie un peu cette ère des indépendances comme une ère, une période de malheur. Donc quand il dit les soleils des indépendances, donc les indépendances sont apparues d'après lui comme un soleil qui vient brûler l'Afrique. Donc les indépendances pour lui sont maléfiques. Au lieu d'être source de bonheur, les indépendances sont plutôt source de malheur pour l'Afrique, vu un peu la gestion d'Abédi, avec tous les noms qui vont, avec évidemment corruption, népotisme, voilà. Donc la guerre et tout cela donc, qui apparaît dans le roman. Et je vous le disais tantôt, à dessein, je me dis qu'on peut s'arrêter là. Et à partir de 1990 maintenant, le roman va faire un peu dans, si vous voulez, le social. Donc, c'est plutôt des thèmes sociaux qui intéressent le roman. Voilà, donc voilà un peu comment se dessine le roman négro-africain. Là, c'était pour également faire un clin d'œil à la littérature africaine qui s'est particulièrement illustré avec le mouvement un peu de la négritude. Ensuite, le roman qui a pris le relais. Et donc, ça c'était une façon pour moi de faire un peu un tour d'horizon de la littérature à travers ces différents mouvements au courant littéraire. Mais maintenant, si j'en reviens au terme un peu littérature, nous en avons retenu un peu une définition comme telle, mais il y a encore une meilleure définition. Vous voyez, là, si je reviens à la notion de définition du terme littérature ou bien des concepts littérature, il y a cette définition de Serge Dubrovsky qui est encore beaucoup plus frappante. Donc Serge Dubrovsky, le nom sort un peu. Dubrovsky, qui dit ceci donc, je voulais ouvrir les guillemets, je le cite, il dit la littérature c'est la réalité humaine. La littérature c'est la réalité humaine qui se cherche, la réalité humaine qui se cherche et qui cherche à signifier globalement
qui se cherche et qui cherche à signifier globalement par les mots. Voilà ce que dit Serge Dubrovsky à propos de la littérature. À signifier globalement. Donc, la littérature, c'est la réalité humaine qui se cherche et qui cherche à signifier globalement par les mots. Voilà, on va fermer les guillemets. Donc, c'est reconnaître avec lui alors que la littérature exprime la réalité humaine. Pourquoi tout à l'heure nous disions que c'est l'expression choisie de la société humaine. Donc, quand c'est Dubrovsky qui dit cela, que la littérature, donc c'est la réalité humaine qui se cherche, vous voyez, donc ici le temps du verbe est bien important. Donc, cela est toujours une continuité. Donc, la littérature exprime la réalité humaine. La littérature s'adapte aux contours un peu de la réalité humaine. Elle épouse même les contours. C'est-à-dire, comprenez par là, la littérature s'adapte aux différentes facettes de notre vie. Elle épouse les différentes facettes de notre vie. Pourquoi on s'est permis de dire avant quelle est l'expression choisie de la société humaine? Expression des idées, expression des sentiments. Donc, retenons donc que, en réalité, ici, la littérature est tout simplement une mimique de l'histoire et donc elle demeure étroitement liée à la réalité. Mimique de l'histoire parce qu'elle imite, elle mime la réalité, c'est ça, mimique du verbe mimer, imiter. Donc la littérature est une mimique de l'histoire. Voilà comme telle une approche définitionnelle qu'on peut avoir de ce concept de littérature. Mais il y a encore mieux à comprendre en termes de définition de la littérature, où on peut, une mimique, hein, elle est une mimique de l'histoire, et qu'elle demeure étroitement liée à la réalité. Parce qu'elle demeure étroitement liée à la réalité. C'est notre quotidien qui transparaît dans la littérature. Et donc je disais qu'il y a encore meilleur rebondissement en termes de définition. Et on peut retenir évidemment à ce propos que la littérature est le signe éclatant, c'est-à-dire le signe visible en réalité de la domination de l'homme dans l'univers. Je dis bien dans l'univers et non sur l'univers. Donc le signe éclatant de la domination de l'homme dans l'univers. Juste pour dire qu'avec la littérature, donc le signe éclatant de la domination de l'homme dans l'univers. Ici peut-être la préposition dans pour vous étonner, vous aurez pu me dire monsieur pourquoi pas sur l'univers. Mais quand je dis dans l'univers, juste pour dire que c'est grâce à la littérature, c'est au moins de la littérature, c'est avec la littérature que l'homme se permet d'interpréter un peu le monde. Vous voyez, le poète qui parle souvent, qui prend la réalité et qui l'interprète autrement. Le romancier qui s'inspire de la réalité et qui ajoute un peu de son grain de sel, qui fait un peu dans l'imaginaire pour aller au-delà de cette réalité. La représentation que constitue le théâtre de notre vécu, parce que le théâtre c'est une représentation de notre vie, donc vous voyez qu'avec la littérature, l'homme interprète le monde. C'est pourquoi je parle de signe de domination, donc c'est le signe visible de la domination de l'homme. Avec la littérature, l'homme montre qu'il a une maîtrise, il a une mainmise sur le monde en tant que tel, sur l'univers, sur la nature. Et c'est même également un moyen pour l'homme de transfigurer le monde. Transfigurer le monde, c'est-à-dire de transformer cette réalité. Puisque le romancier s'inspire de la réalité pour faire apparaître son message autrement, le poète de même, il s'inspire de la réalité pour transcrire cette réalité autrement. Voilà pourquoi je me permets de dire que donc la littérature est ce signe éclatant de la domination de l'homme dans le monde. Donc tout ceci, c'est une approche pour vous permettre de cerner un peu cette notion de littérature. Vous voyez que en dissertation, pour introduire un sujet sur la littérature, voilà différents moyens, différents contours pour pouvoir mettre un prétexte. Parce que généralement, comme prétexte, vous avez les prêts à porter. Ouais. Donc là, en général, la littérature en place, d'autres. Voilà. Donc, vous pouvez innover avec toutes ces définitions. Parce que quand vous dites, pour un sujet qui porte sur la littérature, que la littérature est au cœur de l'existence humaine, et quelle est l'expression que l'homme s'est choisi pour faire paraître ses idées, ses sentiments, après, quel que soit le sujet,
il suffit juste de placer le connecteur logique qu'il faut pour en arriver au sujet. C'est la littérature. Ou encore, quand vous dites que la littérature plutôt, elle est le miroir fidèle des idées et des sentiments d'un peuple, d'une époque, d'une civilisation, là également, c'est un point d'accroche qui vous permet d'arriver à un sujet sur la littérature. Mieux également, quand vous dites que la littérature est une mimique de l'histoire, ou quel est le signe visible de la domination de l'homme dans l'univers, parce qu'elle permet à l'homme d'interpréter le monde et même de transformer ce monde, évidemment, dans le cadre même du roman, de la poésie ou bien du théâtre. Voilà, vous avez une approche comme telle, donc vous n'êtes pas obligé de vous accrocher au prétexte passe-partout prêt à porter que vous avez. C'est pour cela que je tenais à préciser donc apporter cet aspect un peu de définition. Bon, je peux m'arrêter un peu également pour dire un mot sur l'objet de la littérature. Quand je dis l'objet de la littérature, pensez un peu contenu, thématique. Donc juste pour dire de quoi traite la littérature. On l'a dit, mais permettez-moi de me répéter pour dire que la littérature a pour objet en réalité la nature de façon générale. Ça doit vous dire que je mets nature avec un N majuscule. Quand je parle de nature, je veux nommer la nature physique, merci beaucoup, physique et humaine. Et donc j'avais voulu dire intérieur et extérieur à l'homme. Mais cela revient au même. Donc la nature intérieure, c'est, comme elle l'a dit, la nature physique, même morale, intellectuelle. C'est tout ce qui est idée, voilà, hein? Comme travail aussi. Donc tout ce qui est activité humaine, activité intellectuelle, physique, on peut l'appeler comme vous voulez, mais c'est cela en tout cas qui concerne l'homme. Et la nature extérieure, c'est l'environnement de l'homme. Voyez. Et donc, la littérature, en réalité, a pour objet donc la nature comme telle. Juste pour dire, en fait, que la littérature, comme on l'a dit tout à l'heure, si elle est ce signe éclatant de la domination de l'homme, si elle est mimique de l'histoire, miroir fidèle des idées de l'homme, etc., juste pour dire, en réalité, que la littérature a pour contenu, comme elle l'a dit un peu, en fait, notre vie physique, notre vie morale, notre vie intellectuelle. Donc, on peut dire que la littérature est la manifestation justement de notre vie, manifestation donc de notre vie physique. C'est ce que tu disais, notre travail, c'est-à-dire nos activités, voyez, de notre vie intellectuelle, ce sont nos idées qui transparaissent, c'est les idées de l'homme, et de notre vie morale, c'est les sentiments de l'homme qui transparaissent, etc. Donc, elle a pour objet, voilà, tout ce qui concerne l'homme, ses sensations, ses plaisirs, ses peines, voyez, ses instincts, etc. Mais ne pas oublier que le concept a évolué, je n'ai pas voulu insister là-dessus. Mais si on prend le terme au 16e, 17e siècle par exemple, souvent la littérature était qualifiée un peu comme désignant tout ce que l'homme a comme culture générale. Et à cette époque, c'était surtout les gens d'une certaine classe sociale, les privilégiés. On disait de quelqu'un qui dispose de littérature pour dire qu'il disposait de culture générale. Ça, c'est le 16e, le 17e. Ensuite, au 18e siècle, le terme a évolué pour désigner un peu l'ensemble des productions intellectuelles. Et là, à partir du 18e déjà, on pouvait parler de littérature scientifique, de littérature infantile, par exemple, etc., de littérature féminine. Vous voyez, en tout cas, adapter la littérature à des catégories un peu sociales. Puis, à partir un peu du 19e siècle, avec évidemment le bouillonnement qu'a connu ce siècle en Europe, bon, le terme s'est un peu libéré. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus peut-être cantonner la littérature à un domaine bien particulier. Elle touche un peu à tout. Au point qu'aujourd'hui, ce qu'on peut retenir d'elle, elle est un ensemble ouvert. Depuis un peu le 19e, ou disons depuis le 20e siècle. C'est pourquoi au-delà du 20e siècle, il n'y a plus, elle n'est plus consignée la littérature à travers des mouvements. Après le 20e, après le surréalisme et la négritude comme mouvement, comme courant littéraire, la littérature n'est plus confinée à un mouvement ou à un courant de pensée. Elle est devenue un ensemble ouvert, où tout peut passer, en réalité. Donc, c'est toujours en mouvement,
jusqu'au moment où je vous parle. Donc la littérature est en mouvement, donc elle n'est plus confinée en fait dans des mouvements ou des courants de pensée, mais seulement qu'elle a des normes esthétiques. Parce que si vous prenez la poésie, elle répond à des critères d'écriture. Le roman répond à des critères d'écriture, le théâtre de même, etc. Donc tout en étant un ensemble ouvert, toujours en mouvement quand même, elle garde des normes esthétiques. Et elle s'adapte évidemment à nos pratiques sociales, selon l'époque, bien entendu. Alors, permettez-moi également de parler de littérature et information. Alors, ce que je vais vous dire, ça ne vous surprendra pas, vous comprendrez, ça peut paraître banal, littérature et information. Souvent, comment on s'informe le plus immédiat? À travers la télé. Oui, très bien, à travers la télé. Les médias, voilà, tout ce qui est médias, en réalité, comme on dit les masses médias. Donc, la télé, la radio, Les merci. médias en général. Hein? Les médias en général. Les médias en général. Ok, je voulais qu'on spécifie un peu. Donc, on s'informe à travers les médias en général et peut-être à travers des documents d'histoire et de géographie. Peut-être. Alors là, c'est de l'information comme telle. Mais pourtant, vous l'avez dit tout au début, la littérature nous informe. Seulement, la littérature a la particularité, en réalité, de transformer l'information. La littérature n'informe pas comme le journal écrit ou bien parlé ou télévisé vous informe. Elle ne vous informe pas comme le document d'histoire ou le document de géographie vous informe. La littérature, en réalité, transforme l'information en une émotion. Avec la littérature, l'information devient émotion parce qu'elle est habillée. Et là, à travers, par exemple, la poésie, vous pouvez facilement comprendre que même quand l'homme crie, ce cri est habillé. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. En réalité, même quand l'homme crie avec la poésie, le cri est habillé. Et tout si vous pensez donc à l'esthétique qui est là au cœur, en fait, de cette littérature. Retenez bien ceci. Comme les interdictions. Comme les... Interdictions. Non, pas comme les interjections. Quand je dis que quand, même en littérature, quand l'homme crie, le cri est habillé, ce cri est accompagné de sonorité. Vous voyez, la façon, en fait, je veux dire, dont l'auteur, dont le poète va exprimer son cri, il va le faire au moyen de sonorité, au moyen peut-être de figures de style, au moyen d'images. Vous voyez? Donc c'est un peu cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà.